combler le fossé entre la technologie et les gens en organisant des discussions avec des leaders de l'industrie. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Volcano à Paris. Je suis Loïc Florian Mora, social media manager chez Volcano. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas enregistré d'épisode de Volcano à Paris et je suis très heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon très cher collègue Isaac Yangala que vous connaissez assez bien, qui a animé le Women in Tech pendant un moment. Alors, je vais lui laisser la parole. Isaac, bonsoir, comment vas-tu ? Bonjour Loïc, bonjour, bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. Cela dépendra à l'heure à laquelle vous allez écouter ces podcasts. Comme Loïc l'a dit, cela fait un moment que nous ne sommes pas rencontrés, en tout cas sur Spotify, ou bien l'application de podcast que vous utilisez. C'est là où il y a pas mal de choses qui se sont passées entre-temps. On aura en tout cas le plaisir lors des prochains épisodes de vous parler de ce qui s'est passé ces derniers mois. Mais pour aujourd'hui, en tout cas, nous avons le plaisir du moins d'accueillir un invité de marque, une personne qui ne parle pas assez beaucoup, donc moi-même je suis enthousiasmé à l'idée de l'entendre. Sans plus tarder, je vais la laisser se présenter. Bonjour, je suis Laurie Lekibi, responsable administrative et juridique à Volcano. Merci déjà Laurie d'avoir accepté notre invitation parce que tu n'as pas trop beaucoup parlé et moi vraiment c'est ça qui m'intéresse le plus. Nous ce qu'on fait ici, lorsqu'on reçoit une personne, un invité ou une invitée, on essaie un peu déjà d'instaurer un cadre de confiance. C'est-à-dire on va laisser la personne parler d'elle-même, c'est-à-dire de son parcours, du chemin qu'elle a acheminé pour arriver là où elle est aujourd'hui. On ne va pas faire l'exception avec toi. Donc je vais te laisser, tu vas nous parler de ton parcours. Tu peux commencer du plus petit, c'est-à-dire la maternelle, jusqu'à ce qu'aujourd'hui tu puisses occuper la fonction de responsable juridique à Volcano. Ok, donc j'ai obtenu un baccalauréat B, donc en série économique, sciences économiques. Après cela, j'ai fait une licence générale en droit et je me suis spécialisée plus tard en 2018 en master droit privé, généralité master droit des affaires, jurisconseil d'entreprise. Super. Très belle présentation de toi, Laurie, en tout cas. C'est souvent les RH, comme on dit, c'est l'un des métiers qui n'est pas les plus faciles. Et aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons ensemble essayer de mieux comprendre quel est le métier de RH. Et donc, on va le faire en forme de discussion tranquille. Je vais te poser quelques petites questions avec Isaac. On va essayer de démystifier ensemble c'est quoi le métier de RH. Donc, déjà, qu'est-ce qui t'a intéressé en fait dans le métier de RH ? À la base, c'était pas forcément une formation que je voulais faire parce que moi, j'étais spécialisée focus sur le droit. Donc, je voulais beaucoup plus être affairiste. Après, en intégrant la structure, il y avait non seulement le besoin en termes juridiques, mais il y avait également le besoin en termes ressources humaines à un moment donné. Donc, c'est un pôle, on va dire, que j'ai dû occuper par accessoire à ma première fonction. Et après ça, c'est vrai que c'était un peu compliqué au début parce que gérer l'être humain, c'est pas quelque chose de facile. Donc, du coup, c'était pas très, très, très évident au départ. Vraiment, je voulais pas trop. Mais après, en connaissant un peu mieux les gens, en ayant beaucoup plus ce côté social, je vais dire, en étant en contact même avec l'être humain, ça m'a beaucoup plu, d'autant plus que le métier de RH est aussi beaucoup lié au droit. Donc, c'est en fait un tout que je faisais. Ok. Moi, quand je t'entends, en fait, j'ai une question qui m'est venue à l'esprit directement. Je veux comprendre, est-ce qu'il n'y a pas eu vraiment un gap entre, parce que tu parles bien de ta formation, que tu étais plus axé à faire tout ce qui est juridique. Est-ce qu'il n'y a pas eu, en fait, un gap qui séparait, en tout cas, ce que tu as appris à l'école, tout ce qui est droit et les ressources humaines, lorsque tu t'es lancé? Non, pas tellement. Au final, il n'y avait vraiment pas tant de différence que ça. Parce que tout est toujours régi par le droit. Et même s'il y a l'aspect administratif qui est là, le côté juridique reste toujours prédominant. Et aujourd'hui, quelles sont, pour toi, les responsabilités que tu occupes, les activités que tu mènes en tant que RH au sein de l'équipe Volcano? Donc, il y a le premier aspect, c'est le recrutement. Il y a l'aspect du recrutement. Il y a l'aspect de la gestion des contrats. L'aspect aussi de la gestion du personnel, donc départ, entrée. Il y a également tout ce qui est gestion de la paie et tout
Tout ce qui est gestion des conflits aussi. Ok. C'est quoi une journée type de Laurel? C'est-à-dire une journée vraiment dont tu es vraiment dans ta peau de RH. Ouais. Ah, c'est une journée vraiment très, très, très stressante. Ok. Parce que tu as des appels qui tombent de partout, tu as des plaintes, En gros, c'est une journée où tu n'es pas calme. Ton téléphone sonne à tout moment. À tout moment, on a besoin de toi, on te sollicite. Et il faudrait que tu répondes présente. Il faut également être beaucoup disponible pour une RH. Il faut vraiment être disponible pour les salariés et aussi pour l'administration. Donc, si je comprends bien, dans le métier de RH, le stress, c'est tous les jours, À tous les niveaux. Nous, on ne peut pas savoir ça puisque nous, on ne le fait pas. Mais c'est super intéressant de savoir ça. Et généralement, ta journée, elle commence comment? Quand tu arrives à Volcano, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Juste en peut-être une minute, nous décrire un peu comment ta journée type. Une journée type où tu es vraiment full. Comment est-ce qu'elle se passe en fait? Donc, une journée type, en général, je n'ai même pas besoin d'arriver. Depuis chez moi déjà, je reçois déjà des appels, des doléances de certains salariés. Donc, ce qui fait que je peux être à la maison même à 5h, 4h, 6h. J'ai déjà commencé à travailler depuis chez moi via mon téléphone pour répondre à certains besoins qui urgent. Donc, mes journées, en général, je ne les commence pas quand j'arrive dans les locaux. Je les commence depuis la maison. Donc, je gère déjà des soucis depuis la maison. Depuis la maison, si, je vois. Et en venant ici, je continue simplement le cours. Après, il faut gérer non seulement les salariés, il y a aussi gérer l'aspect avec les partenaires. Donc, c'est vraiment une journée où tu es à gauche, à droite, à gauche, à droite. Tu n'as pas tellement de repos que ça. Ok. En fait, il y a quelque chose qui revient le plus dans le métier, en tout cas, et quand je t'entends parler, c'est l'aspect humain. C'est-à-dire mettre vraiment l'être humain au centre même de ton activité. Moi, ce que je veux comprendre, c'est que est-ce qu'avant de pouvoir embrasser, en tout cas, cette carrière-là de responsable RH, est-ce que, en fait, l'humain en lui-même, tu avais autant de l'empathie, de la compréhension? Est-ce qu'en fait, ta même vision de l'être humain, c'est la même qu'avant que tu puisses te lancer? Non, pas tellement, parce que je n'étais pas trop en contact avec l'être humain. C'est vrai que je pouvais être avec des gens sans forcément être aussi présente vraiment avec eux, parce que de nature, je suis beaucoup introvertie. Mais avec le métier des RH, ça m'a vraiment donné la possibilité de vraiment extérioriser aussi qui je suis pour être aussi en communion avec les autres, parce que on est dans une société et on est appelé tout le temps à être ensemble, à parler ensemble, à partager des choses ensemble et aussi à se comprendre. Moi, avant, je ne comprenais pas trop les gens. C'est vrai que j'essayais, mais avec beaucoup de difficultés. Mais en étant RH, c'est un peu comme si tu te mets à la place des parties qui sont devant toi. Tant de la partie qui peut être coupable, je veux le dire comme ça, que de la partie qui peut être non coupable. Je pense que le métier de RH n'est pas si facile que ça finalement. Je ne sais pas si moi je pourrais être RH. Mais qu'est-ce qui toi aujourd'hui a fait que... Qu'est-ce que tu reconnais ou qu'est-ce que tu retrouves dans ce métier de RH qui a rapport avec l'humain et qui te fait qui t'aide chaque jour à prendre des décisions en termes de recrutement, en termes de génération de conflits? Quelles sont les qualités, toi, en tant que personne, qui te permettent en fait de pouvoir trancher lorsque tu es en phase de conflit? Et qu'est-ce qui t'attire le plus chez l'être humain et qui te fait te dire que, bon, en tant que RH, il faut que je prenne sur moi sur certaines choses? Bon, c'est vrai que la question, elle est un peu difficile. Alors, donc, ce qui me plaît chez les êtres humains, je dirais que c'est la diversité. La diversité, parce que tout le monde n'est pas pareil, pardon. Les comportements ne sont pas les mêmes, les attitudes ne sont pas les mêmes. Donc, et bien évidemment, toutes les personnes qui se présenteront devant toi n'auront pas forcément le même tempérament, la même manière de réfléchir, la même manière d'aborder les choses. Et c'est un peu ça qui me plaît, parce que ça me permet à chaque fois de m'adapter à chaque personne, de ne pas avoir, on va dire, un modèle type de décision sur toutes les personnes qui seront devant moi. Et en général, comment je fais pour trancher? Je suis beaucoup à l'écoute.
c'est également une des qualités qu'un RH ou qu'une RH doit avoir, c'est vraiment cet esprit d'écoute. Okay. Parce que si tu n'apprends pas à écouter la personne qui est devant toi, tu n'apprends pas à comprendre quel est véritablement son besoin, il te sera vraiment difficile de soit savoir orienter la personne si peut-être elle est venue pour un problème, mais qu'en réalité, c'est pas ça son problème, c'est telle chose son problème. Tu ne pourras pas réorienter la personne, tu ne pourras pas également lui donner des conseils, tu ne pourras même pas résoudre son problème dans le fond. Donc, en général, moi, j'écoute beaucoup la personne qui est devant moi. Que ce soit mon supérieur, que ce soit mes subalternes, je suis beaucoup à l'écoute de ce que la personne veut réellement. Ok, parce qu'on parle de l'humain et on parle de pouvoir trancher. La question qui me vient à l'esprit maintenant, c'est de pouvoir comprendre, c'est que toi, comment tu arrives à trouver le juste milieu? Parce que ton métier, en tout cas, ça consiste aussi de pouvoir préserver les intérêts de l'entreprise. Et en contrepartie aussi, de l'autre côté, c'est de pouvoir aussi veiller au bien-être des salariés. Ce que je veux comprendre, c'est comment toi, tu arrives à trouver vraiment cet équilibre-là entre les intérêts de l'entreprise, que moi, je suis gardienne, que je dois préserver, et les salariés, que de l'autre côté aussi, que je dois pérenniser au fait leur bien-être. Bon, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque partie, que ce soit le salarié, que ce soit la structure pour laquelle je travaille, chaque partie a des droits et des obligations. Donc, même s'il y a le côté humain qui est là, n'empêche que le côté juridique reste au centre. Donc, après avoir écouté mes parties, après avoir analysé les faits, je reste simplement sur ce que le droit me dit, en essayant de voir qui a peut-être mal fait la chose, comment résoudre la chose, et après on discute simplement, mais le droit reste la base de tout. C'est super. Et là, en fait, tout à l'heure, quand tu as dit que c'est la diversité que tu aimes bien chez les êtres humains. Aujourd'hui, pour toi, en tant que RH, de la vision globale des personnes que tu vois aussi comme RH, comment est-ce qu'en fait, tu abordes la question de la diversité dans l'inclusion en fait, des collaborateurs au sein de l'entreprise? Surtout que Volcano, c'est une entreprise où il y a vraiment beaucoup de nationalités différentes, des cultures différentes. Comment tu arrives à fédérer tout ça et qu'est-ce qui t'oriente aussi dans tes choix lorsque tu dois recruter une personne par rapport à la culture globale de l'entreprise? Alors, pour ce qui est de l'inclusion, en général, ça se fait de manière naturelle parce que au sein de l'entreprise, on a une culture de famille. Donc, en général, tout ce qui est diversité culturelle, ça ne se fait pas vraiment trop ressentir. Dès qu'un salarié arrive, on essaie, que ce soit un salarié, un stagiaire, on essaie de le mettre vraiment dans le bain, du moins les membres de son équipe, essaient vraiment de le mettre dans le bain, de l'inclure de manière naturelle, qu'il se sente vraiment à l'aise. Et en général, ça marche parce que c'est beaucoup cet esprit de famille qui règne et qui prévaut au niveau de la structure. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est ça en tout cas qu'on ressent lorsqu'on intègre en tout cas l'aventure Volcano et même Kili qui est la filiale de Volcano. Bon, c'est sans pour nous faire la pub en tout cas. Et ce que je vais dire encore, ce que je vais répondre sur ça, c'est de pouvoir savoir aujourd'hui, vous avez une face à une personne qui est genre introvertie, c'est-à-dire une personne qui ne s'ouvre pas. Comment en fait, vous pouvez maintenant essayer dans cette personne-là de l'inclure dans la culture d'une entreprise? Pour une personne qui est introvertie, ouais. Bon, déjà, moi je force pas trop. Okay. Les choses, elles viennent avec le temps parce qu'après, ce genre de personnes, en général, quand tu les brusques trop, c'est un peu comme si tu violais leur coquille, leur intimité. Donc, en général, je ne force pas trop. J'essaie déjà, depuis l'entretien d'entrée avec la personne, de la mettre en confiance, d'instaurer vraiment un cadre de confiance avec elle, essayer vraiment de lui présenter tous les aspects de la structure, vraiment casser cette barrière-là de professionnel entre la personne et moi, vraiment être, on va dire, un peu comme des amis, c'est entre griffins, comprenez mon langage, être un peu comme des amis, et après recommander la personne bien sûr à son chef d'équipe, et surtout montrer à la personne que s'il y a un besoin, on est là. S'il y a un besoin, on est là. Elle peut nous écrire, elle peut nous appeler, elle peut se déplacer, elle peut venir nous voir. Vraiment être dans cette optique d'aller pas à pas pour pas trop brusquer la personne. C'est très différent de quelqu'un qui s'adapte vraiment à tout milieu. Tu le mets dans de l'eau, il est à l'aise. Tu le mets au soleil, il est à l'aise.
Ok, c'est une super approche. Je trouve, bon, parce que là, nous sommes en train de parler toujours de l'humain. Je pense que tout ce podcast va vraiment tourner autour de l'humain. Mais là, on parlait d'une personne qui a déjà rejoint l'entreprise. Mais une phase que depuis le début du podcast, je pense qu'on n'a pas encore parlé, c'est le processus de recrutement. C'est-à-dire une personne qui est candidate à un poste et vous faites les entretiens et tout. Déjà, comment toi, tu abordes un entretien d'embauche, c'est-à-dire quand tu es en face avec un candidat, genre comment tu te prépares toi à faire l'entretien avec le ou la candidate? Ce sera un peu bizarre pour une première, mais en réalité, je ne me prépare pas. Parce que tous les entretiens ne sont pas les mêmes. C'est vrai qu'il peut déjà peut-être avoir des questionnaires en préambule, mais en général, je ne regarde même pas ces questionnaires-là. Je viens vraiment comme si je discutais avec la personne. Je lui pose des fois même des questions sur le tas. C'est vraiment un échange. Je ne viens pas pour acculer. Voilà, je ne viens pas pour l'acculer avec des questions, pour qu'elle se sente comme si elle est devant un auditoire, quoi qu'elle est devant un auditoire en quelque sorte. Mais je viens vraiment pour essayer de reformer les choses. Comme ça se fait à l'accoutumée, moi, je ne veux pas faire comme ça. Je viens vraiment dans le cadre d'un échange, j'essaie de discuter avec la personne de vive voix. Donc, en général, je ne prépare pas mes entretiens. Je les fais sur le coup et en fonction des personnes. Parce que les personnes, comme je vous le disais, elles sont vraiment différentes. Elles sont vraiment très, très, très différentes. Donc, en général, je prends la personne comme elle est sur le coup. Je discute avec elle. Je lui pose les questions, bien sûr, essentielles, mais tout en m'adaptant à la personne qui est devant moi. Et aujourd'hui, toi, comment tu fais pour déceler un talent? C'est-à-dire un talent, quelqu'un que dès que tu fais l'entretien avec lui, quand tu le vois, comment tu arrives à savoir que lui, c'est ce profil-là dont j'ai besoin? Bon, ça c'est très facile parce que déjà la personne, lorsqu'elle vient, quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut, qui connaît véritablement la vision qu'elle veut atteindre, ça se sent dès le départ. Donc, quand tu es en face de quelqu'un comme ça, tout de suite, tu sais que cette personne, elle est vraiment à cheval sur ce qu'elle veut. Elle est disciplinée, elle sait ce qu'elle veut. Et c'est quelqu'un comme ça que nous, en général, on recherche parce que quand quelqu'un intègre l'aventure avec Volcano, on cherche aussi ce genre de personnes-là qui sont capables déjà de comprendre quelle est la vision de l'entreprise, comment mettre les moyens en place pour atteindre cette vision. Et ça, lorsque tu vois la personne, de la manière dont elle parle, de la manière dont elle défend même ses idéologies, tu sais que cette personne, elle peut faire un bon profil pour le poste même qu'elle a demandé ou sinon pour un autre poste. Okay. En fait, c'est un sujet assez tendance dans le milieu de RH. Hein. Moi, avec toi, en tout cas, on a eu à participer au DRH Forum qui s'était tenu dernièrement ici au Sénégal, à Dakar. Et il y a un sujet qui est revenu vraiment souvent, c'est la gestion des talents. C'est-à-dire comment garder les talents de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les rapports de force est un peu inversé. C'est plus au fait les entreprises qui ont besoin maintenant de profils qualifiés, une main-d'œuvre assez qualifiée. Donc par là, c'est que je vais répondre en fait. Quelles sont pour toi le meilleur technique? Bon, il n'y a pas de meilleur en tout cas, mais si je peux dire meilleur, pour aujourd'hui, tu as ces talents-là que tu as réussi à convaincre qu'ils puissent rejoindre l'aventure, puissent rejoindre l'entreprise. Quels sont les axes qu'on peut mettre tout autour pour qu'on puisse les garder? Bien qu'on ne veut pas les garder éternellement, on est d'accord. Il faut qu'ils puissent aussi voler sur d'autres ailes. Donc, comment on va mettre, en fait, comme je disais, des axes pour qu'on les garde et qu'ils restent vraiment dans l'entreprise? Ok. Donc, pour moi, je veux déjà apporter une nuance parce qu'il y a certes des personnes qui ont des talents. Tu sais que cette personne, c'est vraiment un talent. Mais dans sa tête, la personne n'est pas très stable. C'est-à-dire la personne, dès qu'elle trouvera quelque chose de meilleur ailleurs, elle va partir. C'est vraiment quelqu'un qui est à la recherche de découvertes à tout moment. Et cette personne-là, si tu la prends, tu sais d'emblée que tu ne peux pas t'attendre davantage à quelque chose de long avec elle. Parce que c'est quelqu'un, là où le vent va souffler, elle va partir. Donc ça, c'est un premier type de personne. Et il y a également un deuxième type de personne qui a le talent, mais c'est quelqu'un d'assez posé, d'assez stable. Et en général, ce sont ce genre de personnes que l'on veut parce qu'on sait que si on lui donne une responsabilité, elle sera à même non seulement de relever les défis liés à cette responsabilité-là, mais d'avoir également en fait cette durée-là au sein de l'entreprise parce que on ne veut pas être dans un burn-out où à chaque fois on change. L'équipe, on prend une autre personne qui vient, on prend une autre personne parce que déjà, en termes de temps, ça nous prend du temps.
en termes de formation pour la personne qui va venir occuper le poste qui a été délaissé, c'est encore un autre gain de temps. Donc, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, loin du côté talent, en tant que RH, avec l'évolution technologique, comment est-ce que vous, les RH, vous le vivez? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de logiciels aujourd'hui qui sont utilisés pour les gestion des relations clients et des ressources humaines. Comment est-ce que toi, tu le vis personnellement? Et quels sont les outils que tu utilises quotidiennement alors dans ton processus de recrutement? Ok. Il faut dire que l'avancée technologique, ça peut nous aider beaucoup, tout comme ça peut aussi nous rendre un peu paresseux. Mais c'est vrai que ça nous aide vraiment beaucoup parce que ça nous fait gagner en temps. Et il y a des tâches, par exemple, qui sont répétitives, qu'on n'a plus besoin de prendre beaucoup de temps dessus parce qu'on sait qu'il y a déjà un logiciel qui est là et puis ça nous facilite la tâche. Je prends simplement le cas de la gestion de la paie. Il y a des calculs qu'il faut faire, il y a toute une paperasse des choses qu'il faut faire. Et ça, avec les logiciels, c'est beaucoup plus facile que de le faire à main levée avec une calculatrice et autres. C'est vraiment nettement, ça nous fait vraiment gagner en temps de fois 10, quoi. Okay. Là, nous sommes en train de switcher tout petit peu vers la fin. Quel aujourd'hui, Lauril, le conseil que tu donnerais à une personne qui en tout cas veut se lancer dans le domaine des ressources humaines? En fait, qu'est-ce que toi, tu aurais aimé qu'on te dise il y a 5 ans de cela, avant que tu puisses te lancer? D'accord. Donc, pour quelqu'un vraiment qui aspire au métier des ressources humaines, je lui dirais vraiment, la première chose que je lui dirais, c'est vraiment d'avoir la patience d'écouter. Parce qu'en réalité, un RH, si on le prend de manière un peu plus poussée, il a un peu comme un psychologue. C'est-à-dire il est vraiment emmené à chaque fois à être en entretien avec les personnes pour connaître leurs besoins, pour connaître ce qu'il leur faut, comment les satisfaire. Et pour ça, il faut vraiment avoir un esprit d'écoute. Si tu n'écoutes pas, il te sera vraiment difficile de pouvoir parvenir à soit satisfaire les salariés, soit satisfaire même la structure dans laquelle tu es. Déjà, l'écoute, la patience et aussi, bien sûr, ça c'est indéniable, une maîtrise des législations. Je pense que le métier de RH, cette partie-là en tout cas, ressemble beaucoup au métier de gestionnaire de projet, hein. En tout cas pour moi. Et comment tu te vois, toi, dans ton avenir, en termes de ta vision à long terme, dans le métier de RH, où tu te vois d'ici là, et dans quelle mesure tu dois continuer à travailler dans ce métier? Pourquoi pas avoir un cabinet de conseil, surtout ça. Moi, j'aime bien le conseil parce que le métier d'RH m'a beaucoup également appris à être conseillère. Déjà que c'est quelque chose que je voulais faire à la base, mais c'est venir encore enrichir ce que j'avais déjà tout au fond de moi. Et c'est quelque chose que je vois bien, avoir un cabinet conseil pour conseiller les gens tant dans les ressources humaines que dans le domaine juridique. Ok, c'est parfait en tout cas, on te le souhaite. Et comme mot de la fin, qu'est-ce que tu voudrais que je souhaite? Bon, je vais répéter ce que je viens de dire, on te le souhaite, mais qu'est-ce que tu veux encore qu'on puisse encore te souhaiter de plus, au fait? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus? Ah là, je sais pas, c'est à vous de me dire. Je pense qu'on va te souhaiter tout le meilleur, tout le bonheur et beaucoup de succès dans tout ce que tu fais dans ton travail. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir recrutés. Ça fait plaisir. Bon, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Laurie, pour ta participation. Ça nous a fait plaisir de t'avoir. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, si vous voulez savoir, mais aujourd'hui, elle a décidé de se lâcher pour vous. Donc, n'hésitez pas à vraiment dire en commentaire ce que vous pensez de cet épisode. Et si vous voulez retrouver Laurie, c'est sur LinkedIn, c'est ça? Laurie Lekibi. Super, donc Laurie Lekibi sur LinkedIn, n'hésitez pas, elle est très ouverte, elle va répondre à vos questions. Et nous, on se retrouve au prochain épisode pour le Volcano à Paris. Merci. Merci.